Dans cette vidéo, je te montre pourquoi on a perdu le goût du voyage en JDR, ainsi que la procédure des jeux de rôle à l'ancienne pour les voyages, que tu peux tout de suite intégrer dans ta prochaine campagne si tu veux jouer le voyage. Allez, c'est parti. Nous sommes de retour sur Roll20, et pour vous expliquer du coup en détail cette histoire de voyage, j'ai recréé ce qu'on appelle un petit hex-crawl. Donc un hex-crawl, c'est une carte en hexagone qui va être arpentée, on va crawler dessus, on va arpenter cette carte pour aller d'aventure en aventure. Mais dans la plupart des hex-crawls, il y a déjà les prémices d'un truc qui ne va pas intéresser la majeure partie des rôlistes. Les hex-crawls ont à la fois des terrains, donc là, je sais pas, j'ai créé une petite montagne, là il y a des plaines, il y a la mer, il y a une forêt, il y a une petite rivière qui descend, et à côté des types de terrains différents, il va y avoir des points d'intérêt. Finalement, là, il y a 3 points d'intérêt qui sont préparés comme des lieux d'aventure classiques, hein, avec des PNJ, des factions, etc., etc. Et si on les prépare comme ça, vous commencez à voir une petite idée. Sur ces 100 ex, il y en a 3 qui sont intéressants, parce que ce sont des points d'intérêt. Signifiant que les 97 autres ex seraient des points de désintérêt, du coup. Donc, la procédure de voyage est ennuyeuse. On peut facilement comprendre pourquoi. La vérité, c'est qu'en fait, dans la plupart des jeux de rôle un peu nouveaux, etc., dans lesquels vous allez jouer, vous allez bouger votre pion là, sur une carte que tout le monde voit. Vous allez bouger peut-être de prendre 4 cases, 3 cases, 4 cases, ça dépend des jeux. Vous allez lancer un dé pour voir s'il y a une rencontre. Hop, vous lancez le dé, chaque. Ah bah, vous avez fait votre camp, il n'y a pas de rencontre. Il y a des jeux qui augmentent un peu la proposition et vous donnent des rôles. Si jamais vous êtes le quartier maître, à ce moment-là, vous faites un jet et à ce moment-là, les personnages ne consommeront pas de ration. Si vous êtes le trace-sentier, le Pathfinder, vous allez lancer un test. Si jamais vous réussissez, le groupe n'est pas perdu, ou alors vous pouvez bouger d'une case en plus. Et donc en fait, ça crée un jeu dans le jeu qui, alors moi, certains jeux, je trouve ça agréable, hein, mais en fait, il est totalement aux antipodes de ce qu'on joue habituellement. D'habitude, on joue un jeu en scène, avec un MJ qui représente des factions, des PNJ, un jeu qui n'est pas vraiment structuré, parce qu'en fait, on bouge de scène en scène comme on veut. Des fois, la scène d'après, elle dure 15 minutes. Des fois, le MJ dit qu'il se passe 2 jours, ou qu'il se passe 2 heures. Donc, au final, on n'a pas le contrôle en tant que joueur sur la durée de ces scènes, et on se retrouve dans un système de hex-crawl, là, avec ce petit bonhomme, où tout d'un coup, il faudrait avoir le talent d'un gestionnaire et ellipser tout ce qui fait le fun du jeu de rôle, c'est-à-dire les petites scènes de parler avec les personnages, etc., machin, en une journée d'aventure. Et la journée d'aventure, c'est bouger 4 cases, lancer des dés pour voir s'il y a des monstres, lancer des dés pour voir si on est perdu. Un système de jeu comme ça ne va pas créer des histoires rocambolesques. Mais ça, cette procédure dont je vous parle, c'est la base des premiers jeux de rôle. Sauf que les premiers jeux de rôle ne s'intéressaient pas à l'idée de créer des histoires. Ils simulaient simplement un monde de fantasy. Finalement, les gens qui jouaient à cette époque-là à ces jeux et qui appréciaient ces jeux avaient moins à cœur cette idée de faire des voix rigolotes, etc. Parce que de toute façon, ils jouaient plusieurs personnages, hein, ils n'en jouaient pas qu'un seul. Et ils imaginaient l'immersion comme étant « j'ai mon armée, j'ai ma troupe dans ce monde de fantasy, je fais des choix intéressants ». Et beaucoup moins, hein, je suis un seul personnage et j'ai une thèse à propos du monde dans lequel le MJ me bazarde. Donc les cultures de jeu ont radicalement changé. Certains MJ préfèrent dire « il s'est passé 3 jours pour aller du village de Tartampion au camp des gobelins, il n'y a pas eu d'événement sur la route, on retourne dans le jeu qui nous intéresse ». Et ça change le jeu auquel on joue. En tant que designer, en tant que créatif, en tant que gens qui apprécient le jeu de rôle ou même les jeux vidéo ou ce genre de choses, l'idée que le game design ne devrait pas être vecteur de frustration, ça conditionne toute l'expérience de jeu. On peut entendre certaines personnes, des designers souvent américains ou d'autres personnes, parler de la tyrannie du fun. La tyrannie du fun, c'est cette idée qu'en fait, il faudrait tout penser en termes de design de jeu, etc., pour surtout ne pas créer de la frustration chez les joueurs. Et dans certaines de mes vidéos, notamment la vidéo sur le Warlock où il n'a pas très bien marché, les gens me disaient « ta règle, elle vaut pas vraiment le coup parce qu'en fait, elle va créer des frustrations pour le joueur. » Oui, c'était le but en fait. C'est pas parce que ça crée de la frustration que ça crée pas des histoires inintéressantes. Le fameux truc de hex-crawl, pareil, ça crée peut-être de la frustration parce qu'on le voit par la lentille du fun, et non pas par la lentille de la simulation. Et c'est ce que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer la procédure de Old School Essentials, et je vais vous montrer pourquoi elle crée de la frustration,
Et pourquoi la simulation de ce voyage-là va en fait générer des aventures qui sont pas du tout frustrantes. Ça va générer des aventures épiques. Regardez. Donc là, sur le DRS, on a la séquence de la journée d'aventure dans Old School Essentials et donc dans BX, dans les vieux jeux de rôle, les premiers jeux de rôle, les premiers Donjons et Dragons. La séquence de voyage se passe en jours de voyage. Et donc chaque jour, on suit les mêmes étapes. Et la première étape, c'est la direction. Les joueurs se mettent d'accord sur la direction qu'ils suivent pendant la journée. C'est-à-dire qu'on retourne à notre petit X-Crawl, les joueurs sont dans la ville, fortifiés, ils ont eu vent de troupes gobelines au nord-est. Du coup, ils vont se dire, on va passer la rivière à côté de la ville, et on va aller direction nord-est, pour tenter de parlementer avec le chef gobelin, pour tenter de sauver la fille du forgeron, pour tenter d'aller combattre les hordes sauvages. Donc ça, c'est la première étape, direction. Là, les joueurs choisissent nord-est. Deuxième étape, risque de se perdre. L'arbitre détermine si le groupe s'égare. Risque de se perdre. Au début de chaque journée de voyage, l'arbitre lance un dé pour déterminer si le groupe s'égare. La probabilité dépend du terrain traversé. Et si c'est un terrain dégagé ou une prairie, là c'est le cas, ça sera une chance sur 6 de se perdre. Et là, vous commencez à voir quelque chose arriver. C'est, admettons que par exemple la rumeur c'eût été d'aller ici voir le comptoir commercial d'un village, parce qu'en fait les bateaux n'arrivent plus. Les joueurs auraient très bien pu dire notre troupe suit la rivière et va au nord, et de ce fait en fait ils ne pourront jamais se perdre, parce qu'en fait ils font que suivre la rivière. Ils partent de la ville et ils remontent la rivière. Ils regardent derrière pour voir si là c'est la mer, ok, bon ils vont dans l'autre sens. Donc ils peuvent pas se perdre. Donc là déjà, le jeu de rôle à l'ancienne nous demande pas de suivre bêtement les règles, il nous demande d'être intelligent. Et si jamais on regarde d'autres règles qui proviennent d'autres jeux à l'ancienne, vous verrez, il y a des variations, et ça, en fait, si jamais vous suivez des routes, si jamais vous suivez des rivières, si jamais vous suivez des tracés qui sont connus, vous ne pouvez pas vous perdre. Mais là, nous, une fois qu'on a passé la rivière, on va dans la pampa, on risque de se perdre. Donc je vais lancer mon D6 pour voir si on se perd. Une chance sur 6, on ne devrait pas... voilà. J'ai fait 4, donc on n'est pas perdu. Ça fait plaisir. Ensuite, monstre errant. Si la région comporte un risque de monstre, l'arbitre lance les dés. Donc ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, assez commun dans le JDR. Et en fait, c'est ce qui a donné aussi, nous, nos fameux JRPG, Dragon Quest, etc. C'est cette idée qu'en fait, il y a un atlas un peu simple, avec des points d'intérêt. Et parfois, quand on marche comme ça, entre deux zones importantes dans notre jeu vidéo ou dans notre JDR, tout d'un coup, vortex, et on arrive avec nos 4 petits bonhommes en randonnion, là, contre 12 gobelins. Cette idée-là, cette idée de rencontre aléatoire Pokémon, Dragon Quest, etc., c'est tiré des premiers jeux de rôle, il faut savoir. Les monstres errants, encore une fois, il faut être un peu intelligent. Fréquence, en général, l'arbitre lance une fois par jour. Cependant, il peut, si jamais la région est particulièrement dangereuse, sauvage, il peut effectuer jusqu'à 3 ou 4 jets quotidiens. Parce qu'en fait, sur un voyage, si jamais vous êtes dans un camp, une zone qui est totalement contrôlée par des orques, par exemple, et matin, midi et soir, il peut y avoir des rencontres avec des troupes orques. Donc nous, on est à côté de la ville fortifiée, on va dire qu'il y a une seule rencontre possible par jour. Et la chance dépend du type de terrain exploré. Donc là, ville, terrain dégagé, prairie, région peuplée, c'est plutôt nous, une chance sur 6. J'ai fait encore 4. Il n'y aura pas de rencontre. C'est un peu coupé pour vous, je suis désolé. Donc, description, l'arbitre décrit le terrain traversé, le cas échéant, il demande si jamais on a découvert quelque chose, ce qu'ils veulent faire. Vous avez découvert le camp gobelin, qu'est-ce que vous voulez faire? Si une rencontre a eu lieu, si jamais on avait fait un tout à l'heure, on suit la procédure de rencontre. Et donc là, on aurait déterminé à quelle distance on rencontre les monstres, si c'est vraiment des monstres ou si c'est autre chose, etc. Donc là, description, vous avez marché pendant une journée, vous avez traversé la rivière de la Warda par le nord-est, et vous avancez, et à la fin d'une journée de voyage, vous arrivez à l'orée de la forêt. Par rapport à vos indications, vous savez, vous avez fait à peu près la moitié du chemin. C'est ce que vous pourriez dire. Est-ce que vous montez le camp, etc. Oui, on va monter le camp, on va commencer à faire un feu, machin. Peut-être pas le feu parce qu'il va y avoir les gobelins, machin. Tout ça, c'est du roleplay. Hein. C'est du roleplay. Si jamais on commence à être familier avec cette procédure, le tour, il dure 5 minutes. Hein. On n'a pas besoin de se triturer la nouille pour savoir si on fait un feu, si on fait pas un feu. Vous pouvez mettre des protocoles en marche et dire, à chaque fois qu'on est dans la pampa et qu'on dort à la belle étoile,
on fait un feu. Les tours de garde, c'est guerrier et clerc. Ensuite, c'est l'autre guerrier et le voleur. Et à la fin, c'est les deux magiciens, par exemple. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez le faire en continu. Et donc, à la fin de la journée, l'arbitre décompte le temps passé. Donc, on compte un jour de marche. Il garde à l'esprit les rations qui sont consommées. Donc, les montures, les aventuriers consomment des rations, consomment de l'eau. Donc, il faut aussi préparer des expéditions. Et ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que dans l'idée de se préparer à aller dans le voyage, il y a du roleplay en ville. Alors, c'est pas du roleplay d'inette, hein, mais c'est l'idée de faire des choix, d'acheter des rations, d'acheter des tonneaux d'eau propre, etc., d'aller chercher peut-être, ou de partir plus léger pour aller plus vite, mais du coup, d'aller se nourrir sur place, de chasser, etc. Donc, en fait, il y a un jeu certes, de gestion, mais ce jeu de gestion, c'est les fameux choix importants à faire pour votre troupe d'aventuriers. C'est le fameux roleplay, en fait. Si jamais vous enlevez cette partie-là du jeu, votre roleplay se limite à faire des voix rigolotes pour votre elfe, et du coup, vous enlevez toute la partie logistique, et allez jouer un seigneur de guerre sans logistique. Ça ne fait aucun sens. Donc si jamais vous voulez avoir un roleplay, par exemple, de chef de troupe, etc., la logistique devient importante, et comme c'est incroyable, les premiers jeux de rôle avaient déjà une mécanique pour ça. Donc utilisons-la. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. J'aimerais faire un petit test algorithmique avec YouTube. Marquez dans les commentaires dans quelle région JDR vous aimeriez passer vos vacances. En ce moment, il fait super chaud. Et apparemment, YouTube favorise les interactions qui sont plutôt construites. Donc faites-moi un joli commentaire, s'il vous plaît, ça boostera la vidéo. On reprend. Donc je vous ai pas parlé de la distance des hex. Là, je vous ai dit que ça me bougeait à peu près 4 hex. Les hex, selon les jeux, ont des tailles différentes. Là, j'ai choisi un standard dans le jeu de rôle à l'ancienne qui est le hex de 6 miles, environ 10 km. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que dans un jeu de rôle ancien avec des composantes de wargame, on veut pouvoir bouger des troupes à une certaine échelle, on veut garder une certaine précision sur les fameux points d'intérêt. Le hex de 6 miles est une bonne métrique, parce qu'en fait, comme vous l'avez vu là, les cartes sont pas... Les hex ne sont pas des cases, en fait. Vous voyez que là, l'orée de la forêt, elle est un peu dessinée dans la case. Ça ne suit pas une case totalement verte et après une case totalement blanche. Ce ne sont pas des cases d'un terrain de jeu. De la même manière que vous n'allez pas montrer le donjon dans un jeu de rôle old school, vous n'allez pas montrer la carte de donjon, c'est pas une battle map comme dans Donjons et Dragons. Vous n'allez pas non plus montrer votre carte d'Atlas, votre carte du monde à vos PJ. Vous allez leur dire, après une journée de marche vers le nord-ouest, vous avez passé la rivière et vous arrivez à l'orée de la forêt. Et eux vont devoir aussi redessiner leurs cartes à leur manière. Les cartes médiévales n'étaient pas spécialement à l'échelle. Il y avait des cartes qui étaient très illustrées, qui vont un peu côté carte au trésor, et qui étaient annotées avec des phrases, etc., pour donner une indication de distance ou une indication d'intérêt. Une chose qui est intéressante, nous, pour notre campagne militaire old school, D&D, etc., c'est que si on utilise la physique, notre physique actuelle, avec un horizon à peu près à taille humaine, si jamais le terrain est dégagé, on peut voir à peu près à 3 miles, à 1 lieue. Et 1 lieue, c'est 1 heure de distance. Évidemment, si vous êtes un peu en hauteur dégagée, ça va beaucoup plus loin, etc. Mais admettons que vous êtes sur un terrain un peu vallonné, voilà, vite fait, vous voyez littéralement à 1 heure devant vous. Si on fait en fait l'arête d'un hex, là, sur un hex de 6 miles, ça fait environ 3,5. Donc là, le site n'est pas vraiment à jour, mais ça fait environ 4. Il dit 4, lui. Et 3,5 miles, comme je vous l'ai dit, c'est notre vision. Si jamais on se considère qu'on est au centre d'un hex, en fait, on voit tout autour ce qui se passe. Ça nous permet de relever s'il y a un endroit intéressant. Si jamais on ne suit pas vraiment la carte et qu'on prend des directions sans compter les cases, c'est ce que vont faire vos joueurs, ils peuvent arriver en fait à un croisement d'un hex plutôt qu'à l'intérieur d'un hex. Et à ce moment-là, en fait, vous saurez qu'en fait, leur distance de vision, c'est littéralement une arête. Ils verront en fait dans un rayon qui correspond à une arête d'un hex autour d'eux. Donc là, c'est du pinaillage. Hein. Mais c'est pour vous dire que, par exemple, vous pouvez faire une très très jolie carte en allant sur Google Maps, en prenant, hop, clic, un instantané de la carte que vous voulez aller, poser une grille par-dessus sans faire attention aux distances, sans faire attention aux cases, etc. Et quand même avoir un hex-crawl qui est intéressant. Donc restons sur le hex de 6 miles pour ce que je vais vous montrer. Mais l'idée, c'est qu'en fait, après, si jamais vous commencez à aller beaucoup plus loin dans les territoires, etc., le MJ, lui, aura plusieurs cartes avec des hex de 24, de 12, 24, voire 30 miles pour en fait avoir une map monde
avec des degrés de précision différents. Nous, on va s'arrêter sur le 6X parce que c'est déjà un peu compliqué comme ça. Comment créer des aventures intéressantes avec cette procédure-là, à la mort moelle-neu, où on jette des dés et en fait on s'ennuie? Eh bien, regardez. Déjà, on a une chance de se perdre. La chance de se perdre, vous l'avez vu, c'est une chance sur 6. Dans les forêts, c'est 2 chances sur 6. On va se mettre dans la forêt, là. Ils ont entendu la rumeur qu'en fait, dans la forêt, au centre de la forêt, il y avait une épée au milieu d'un lac, ici. Et donc dans la forêt, le terrain, évidemment, c'est un terrain difficile. Le groupe est ralenti. Donc au lieu de se déplacer de 4 cases, ils vont pouvoir se déplacer que de 2 cases. Au début de la journée, ils disent « Ok, on est dans la forêt, on est arrivé par le nord-est, on continue dans le nord-est pour, selon nos informations, continuer dans la forêt. On va voir si on se perd. » Le fait qu'il n'y ait pas de ranger dans le groupe, le fait qu'il n'y ait pas dans les classes du jeu de rôle old school quelqu'un dont c'est le rôle de ne pas se perdre, donne une responsabilité à tout le monde. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des jolies cartes, il va falloir trouver des bonnes informations pour ne pas se perdre. C'est plus un bouton sur votre fiche, ne plus se perdre, c'est une compétence à développer. Est-ce qu'on se perd? J'ai fait 2. On est perdu. Donc, on est perdu alors que j'ai donné ma direction. J'ai donné ma direction et j'avais dit nord-est, sauf qu'on est perdu. Et là, le jeu de rôle OSE nous met un peu dans la mouise. Et c'est aussi pour ça qu'on a perdu le goût du JDR et des voyages. Parce qu'en fait, les jeux auxquels nous jouons sont incomplets. Regardez ici. Old School Essentials, c'est une écriture, une réécriture, une réédition de BX D&D de 1981. Et voici ce que dit BX quand il nous parle de se perdre. On s'est perdu dans la forêt. La probabilité de se perdre dépend du type de terrain, et si on est perdu, l'arbitre décide de la direction dans laquelle il se déplace. Par exemple, il peut choisir une direction légèrement différente, comme sud-ouest, quand les personnages pensent voyager en direction du sud. Il peut s'écouler pas mal de temps avant qu'un groupe perdu réalise qu'il voyage dans la mauvaise direction. Mais ça, c'est pas ce que disait BX. Donc là, j'ai les règles de BX devant moi, donc c'est des règles réécrites par un site qui s'appelle La Forge de Papier, qui fait un travail formidable de traduction et de remise à niveau, entre guillemets, des anciennes règles JDR. Et il y a des schémas qui sont très intéressants dans BX D&D. Donc là, au-dessus, vous voyez, il y a les chances de se perdre, là, terrain accidenté, etc. Si un groupe se perd, le MJ peut choisir la direction dans laquelle il part, ou la déterminer aléatoirement en lançant un dé. Différence. Le MD, le maître du donjon, le MJ, doit conserver la trace de la position réelle du groupe ainsi que de la direction que ce dernier croit suivre. Et en fait, c'est là où le D6 allait déterminer l'ordre de la direction. Exemple, ici, les joueurs sont en fait sur ce texte-là, ils voulaient faire nord, nord-est. Sauf que le groupe s'est perdu. Et le MJ a décidé, soit en disant ils vont un peu dévier de leur course, donc je vais les faire dévier de 1x. Ça aurait très bien pu être une décision prise par le MJ de petit décalage, ou ça aurait pu être un lancer de dés. Et le lancer de dés, vu qu'il y avait 6x, en fait le MJ lançait son D6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'était la direction dans laquelle ils allaient. Et donc là, il lançait un D6, boum, il aurait fait 1, et du coup, il aurait décalé d'un X. Mais on suit la même direction. Donc en fait, les PJ vont au nord, en fait, ils vont au nord-ouest, et ensuite, ils veulent aller au nord-est, en fait, ils vont au nord. On a donc ce petit chemin-là, comme ça, que vous pouvez voir à l'écran, on l'a décalé de 30 degrés, en fait. C'est assez fascinant. Il y a un jeu d'orientation dans les règles des vieux jeux de rôle. Et vu qu'on voit pas la carte, ce jeu d'orientation, il se joue à la bouffe. Vous partez en direction du nord-est, je lance mon dé, parce que moi j'ai envie de déterminer aléatoirement ce qui se passe. J'ai fait 3. Là, on va dire que c'était la case où on allait dans le bon sens. 1, 2, 3. Ils se sont perdus. Donc je dis, vous continuez la forêt. Et après une demi-journée de marche, vous voyez l'orée de la forêt. Et en sortant des bois, vous voyez cette énorme montagne avec la Warda, la rivière, qui coule et qui semble se bifurquer. Et au loin, vous pouvez apercevoir d'ailleurs le comptoir commercial. Il vous reste à peu près une demi-journée, qu'est-ce que vous faites? Et là, le groupe se regarde en mode « Ah, mince, c'était pas le bon chemin. » Du coup, on va devoir corriger la course, etc. On s'est paumé, on va devoir suivre l'orée de la forêt. Ok, on suit l'orée de la forêt, plutôt vers le nord. Apparemment, le comptoir était au sud, etc., etc. Et donc, s'ils se paument, ils perdent des rations. Compter les rations devient tout d'un coup beaucoup plus intéressant. Vu qu'ils se perdent, ils restent dans ce jeu d'orientation. Et vu qu'ils restent dans ce jeu, ils font plein de rencontres aléatoires dans la forêt à la fin de la journée.
On va voir, il monte le camp, qu'est-ce qui se passe? 1. Rencontre aléatoire. Qu'est-ce qui va se passer? Monstre errant, dans les forêts, 2 chances sur 6. Les monstres errants sont repérés à une distance de 4 des 10 fois 10 mètres. Si l'un des camps est surpris, la distance est alors de 1 des 4 fois 10 mètres. Donc pareil, les fameuses rencontres au coin du feu, là, dans votre JDR tradi, où finalement, vous êtes en voyage et tout d'un coup, hop, les gobelins vous sautent dessus. C'est pas du tout comment on le jouait à l'époque. À l'époque, on pouvait voir l'ennemi de très très loin. Je prends 2 des 10 et on fera x2 parce que j'ai pas 4 des 10 à proximité là. On va jouer une rencontre aléatoire. Alors même votre D&D 5 a des rencontres aléatoires. Mais les rencontres de D&D 5 sont associées au niveau de vos personnages. Dans le jeu de rôle à l'ancienne, c'est pas ça du tout. Hein. Regardons. Table des rencontres en contrée sauvage. On va regarder. Moi, je suis dans la forêt. Donc dans la forêt, je lance mon D8. Donc là, c'est la nuit. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Donc j'ai mon petit D8. On va voir ce qu'il y a en forêt. 7. Table 1, insecte. Ok, table 1, insecte. Donc le table 1, insecte, il est là. Et donc on prend un D12. Il y a où mon D12? Celle que j'ai pas pris, évidemment. On lance le D12. J'ai fait 10. Un scarabée tigré. Ok. Coléoptère carnivore, long de 1,20 m, à la carapace tigrée et muni de puissantes mandibules. Chasse les asilidés, mais peut parfois s'attaquer à des humains. Donc c'est plutôt une créature qui chasse les autres insectes, mais si jamais on la titille, elle peut s'attaquer à des humains. Notre aventure, elle est là, en fait. Procédure de rencontre. Procédure de rencontre, on sait qu'elle est normalement à 4 d 10 x 10 mètres, sauf si on est surpris. Est-ce qu'on est surpris? Jet de surprise. Le camp est surpris sur un résultat de 1 ou de 2. Donc c'était la nuit, on a monté le camp, etc. Peu importe qui est en tour de garde, c'est pas une histoire de jet de perception. C'est une histoire de faire 1 ou 2. J'ai fait 5. Les aventuriers ne sont pas surpris. Donc si les aventuriers ne sont pas surpris, je vais lancer mes 4 des 10. Bon là j'en lance 2, je ferai x2. J'ai fait 9 x 2, 18. Dans les contrées sauvages, le scarabée tigré là, de 1,20 m, on le voit à 180 mètres dans la nuit. Donc ça veut dire que dans la nuit, finalement on l'a pas vu. Mais peut-être qu'on a entendu. On a entendu un gros bourdonnement, on a entendu un truc bizarre, et forcément on entend un truc bizarre, et les mecs réveillez-vous, etc. On a entendu un truc bizarre. C'était par là, on sait pas ce qui se passe, etc. Est-ce qu'on prend les torches? Est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on machin? On fait flipper en fait le groupe avec des trucs comme ça. Et je l'avais pas prévu dans mon scénario. J'ai juste suivi les règles d'un jeu qui s'intéresse à simuler un monde de fantasy. Et dans ce monde de fantasy, dans les forêts, il y a des scarabées de 1,20 m qui font... Voilà. C'est comme ça. Ça aurait pu être autre chose. Je retourne à ma forêt, un D8, tombé sur humain, et donc humain, à côté, il y a un petit F, vous voyez? Donc c'est-à-dire forêt humain. On lance un D12, et je suis tombé sur 3, des bandits. Et donc là, là c'est intéressant. Donc on est parti, du coup, avec notre troupe de 6 aventuriers, là, pour aller trouver l'épée. Sauf qu'on génère des bandits. Quand ils sont dans le donjon, on regarde le petit chiffre qui est là. Donc ça me semble logique, dans un endroit un peu exigu, etc., qu'on retrouve que 1 des 8 bandits, n'est-ce pas? Dans les contrées sauvages, dans la procédure de voyage, etc., on rencontre le chiffre entre parenthèses, 3 des 10. Donc là, je prends mes 2 des 10, ça fait 11, et 1, on rencontre 12 bandits. On va lancer le D6. Est-ce qu'ils sont surpris, mes amis, là, dans le camp? Ils n'ont pas surpris, donc c'est-à-dire que pendant la nuit, à une certaine distance, j'ai roulé aussi pour les bandits, et les bandits, eux, sont surpris. Le MJ peut lancer un D4 pour la direction. À 300 mètres à l'est, on voit une troupe avec des lumières. Vous savez pas ce qu'ils racontent, mais vous voyez cette procession avancer avec des torches en pleine nuit, de plusieurs silhouettes. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez 12 silhouettes avec 3 ou 4 torches, en train de faire un truc, etc. Ce monde est vivant, en fait. Ce monde est vivant, et il y a des aventures partout. C'est juste qu'il faut un peu le jouer pour voir ce qui va se passer. Et surtout, vu que les bandits, eux, sont surpris, ça laisse au PJ le temps de camoufler leur feu, etc., d'aller voir ce qui se passe peut-être en envoyant un éclair, etc., d'essayer d'entendre les agissements de ces gens-là pour voir vraiment ce qu'ils font et pourquoi ici on trouve 12 bandits. Et ça, c'est tellement procédural, aléatoire et inattendu que ça forge une des compétences maîtresses du maître de jeu, qui est l'improvisation. Vous ne pourrez pas tout prévoir, donc il va falloir se sortir les doigts et en fait inventer des trucs à la Zbooby. Et donc là, pourquoi
cette procession en pleine nuit de 12 bandits, il y a peut-être un repère de bandits pas loin, ils sont peut-être en train de transporter un coffre, etc., etc. Est-ce qu'ils ont des trésors, ces bandits? Ils ont un type de trésor. Butin ne possède qu'un trésor de type A quand on les rencontre dans leur repère situé dans les contrées sauvages. Est-ce que c'est un repère de bandits ou est-ce que c'est une procession de bandits? Et là, le jeu nous le dit pas. Le jeu nous le dit pas, mais le jeu nous donne quand même des indications. Donc c'est caché, l'information est cachée, mais dans l'onglet sur les monstres, le nombre apparaissant, en fait, dit beaucoup de choses. On retrouve deux valeurs, donc c'est ce que vous expliquez. Si jamais c'est la valeur entre parenthèses, c'est la valeur qu'on trouve dans les contrées sauvages. Sauf que le repère des monstres dans les contrées sauvages, la deuxième valeur est multipliée par 5, indique le nombre de monstres trouvés dans un repère de contrées sauvages. Donc c'était pas 12 bandits si c'était un repère. C'était un repère de 60 bandits. Mais comment on sait si c'est un repère, Coco? Tu nous as rien dit. Eh ben, les anciens jeux de rôle, AOSE, ABX, parce qu'en fait cette information était cachée dans un autre manuel, dans certains stat blocks, je vous en mettrai un à l'écran, il y avait ce qu'on appelle un pourcentage de chance dans le repère. On appelait en anglais percentage in lair. Et ce pourcentage, on lançait, peut-être qu'il avait 15%, ou peut-être une chance sur 6, on lançait le pourcentage, sur un 15 ou moins, c'était un repère de bandit. Là, j'ai roulé, j'ai fait 92, donc du coup, c'est pas un repère, c'est une patrouille de 12 bandits. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Où est leur repère? J'en sais rien, on va improviser. Et c'est ça, le sel du jeu de rôle d'aventure à l'ancienne. C'est beaucoup d'improvisation, bien sûr des choses préparées, hein. On fait pas que rouler comme ça dans le vide pour voir ce qui se passe. Il y a aussi des repères de gobelins. Donc si jamais vous m'avez bien compris, le repère de gobelins sur ces contrées sauvages là, il a été généré. Et attention, ça va piquer, description des monstres, gobelins, 6 des 10 dans les contrées sauvages, 6 des 10. Donc j'ai roulé 11 gobelins, mais vu que c'est un repère, on fait x5. C'est un camp gobelin de 55 gobelins. Et on descend un petit peu, 20% de ces gobelins, allez on va dire 10 du coup sur les 55, sont des chevaucheurs de loups. Et un quart de ce groupe chevauche des loups géants. Donc on a 55 gobelins, 10 chevaucheurs de loups, dont 2 lieutenants riders sur des loups géants. Incroyable. Haine des nains, bon bah ça c'est du roleplay. Roi gobelin et garde du corps. Il y a un roi avec 3 dés de vie dans ce repère, et 2 des 6 gardes du corps en plus des 55. Donc il y a 5 gardes du corps avec 2 de niveau 2, quoi, qui vivent dans ce repère. Et ils ont un butin, trésor de type C. Je vais pas roller le trésor pour aller plus vite, mais c'est un trésor qui se compte en milliers de pièces d'or. L'aventure, elle est devant vous, en fait. Elle est dans un stat block de gobelins, là. Est-ce qu'on va pas recruter 20 guerriers entraînés pour aller chasser les gobelins? 55 gobelins contre 20 guerriers entraînés, à mon avis, ça se fait. Surtout si on a un mage qui peut lancer un sort sommeil, surtout si on engage un autre mage, si on a 2 de sorts sommeil. Enfin bref, c'est un wargame. Le jeu de rôle à l'ancienne est un wargame. Et toutes les aventures dans ces contrées sauvages peuvent être générées en simplement regardant un bouquin, et le bouquin va vous donner des idées incroyables, en fait. On a perdu le goût du voyage parce que vous voyez, les informations, elles sont perdues. Le pourcentage en repère, il est dans un autre bouquin, il est dans un autre jeu. OSR n'a pas tout copié. Se perdre, j'ai dû aller voir dans un autre jeu pour voir ce que ça voulait dire. Et en fait, par tradition orale, nous avons petit à petit changé les règles de ces jeux-là. Et on a oublié comment ils se jouaient. Une chose dont je n'ai pas parlé aussi, c'est que si jamais vous restez longtemps dans cette phase, il va falloir décider à peut-être chasser pour obtenir des rations, pour obtenir plus de provisions qu'avec celles que vous êtes partis. Et là aussi, il y a des règles. Donc ici, là, dans jouer les aventures en contrée sauvage, la cueillette, il est possible de chercher des racines, des fruits, des noix pendant une journée de voyage. Le groupe a une chance sur 6 de trouver suffisamment de ressources pour 1 des 6 personnes de taille humaine. Donc, sans changer votre vitesse de déplacement, finalement, vous pouvez dire, ok, bah, si jamais vous voulez cueillir des baies cette journée-là, lancez 1 des 6 et vous aurez des rations en plus pour 1 des 6 personnes. Mais si jamais le groupe souhaite chasser, le groupe qui souhaite chasser doit y consacrer exclusivement sa journée. Il ne peut ni voyager, ni se reposer. La chance de rencontrer des animaux comestibles est de 1 sur 6, mais il faut ensuite les attraper. Cette probabilité existe indépendamment des chances de rencontre des monstres, voire monstres errants. Et là, tu dis, il faut les attraper, mais c'est-à-dire, il n'y a pas de règle pour attraper les monstres. Encore une fois, les jeux de rôle à l'ancienne sont incomplets. On a des rééditions qui sont incomplètes. Je vous mettrai, du coup, ici, j'avais trouvé un petit passage en anglais.
dit en fait dans la partie experte, je crois, de Menzer ou Cook, je sais plus, là c'est en anglais, que si jamais vous cherchez à chasser, cela déclenche forcément un jet de rencontre sur la table des animaux. Et du coup, en fait, on tombe sur des animaux à chasser et ça fait une rencontre contre les fameux animaux qui vont être votre proie, en fait, pendant la chasse. Donc, admettons qu'on souhaite chasser en forêt, ça nous prend toute la journée, donc on peut pas se déplacer de ce hex-ci. Une chance sur 6 de rencontrer les monstres, on lance le dé. Évidemment, pour mon exemple, j'ai fait 1 et ça génère du coup des animaux. On va dans table des rencontres rencontrées sauvages, forêt, animal, D12. Donc j'ai fait un 11. On va tomber du coup sur des sangliers. Et les sangliers, un des 6. Alors les sangliers, ils n'ont pas spécialement de repère, hein, donc juste lancer un des 6. Eh bah 6. 6 sangliers. Est-ce qu'ils sont surpris? 1. Ils sont surpris. Est-ce que nous, on est surpris? 6. On n'est pas surpris. Donc, la chasse, aujourd'hui, c'est regarder dans le hex, dans la forêt, etc., un peu s'éparpiller. Et là, attention, on a 6 sangliers, ils sont surpris, donc on est à 1 D4 x 10 mètres. Il est où mon D4? Je vais prendre un D8, c'est pas grave. On est à 30 mètres d'eux, ils nous ont pas encore remarqué, et le jeu, la rencontre peut commencer. On place du coup nos pions, on place les sangliers, 30 mètres entre nous, dans une forêt avec des arbres, etc. Le MJ décide une carte à la Sbooby, et on demande aux archers de tirer les flèches, et on joue une rencontre classique, comme un combat contre des Gaulois, quoi. Et on chasse les monstres comme ça. Après, c'est au MJ de déterminer sur un sanglier combien il y a de rations, quoi. Peut-être que chaque sanglier peut faire 6 rations. Peut-être que ça va prendre un tour de le sécher et de le brûler, etc. Donc on va pas pouvoir se déplacer, etc., etc. Donc il y a tout un jeu vraiment organique qui est caché dans les tables de rencontres aléatoires des jeux de rôle à l'ancienne. Et malheureusement, ces bijoux de technologie, ces bijoux de simulation ont été perdus parce qu'en fait, ils sont éparpillés sur plein de livres différents, malheureusement. Et bien que le mouvement OSR soit très très intéressant et très très prolifique, et ben toutes ces idées sont éparpillées, elles ne sont pas condensées dans un seul livre. Et c'est aussi pour ça que le mouvement OSR est très intéressant. Il y a beaucoup de recherches à l'intérieur et beaucoup de petites idées design. Bon voilà, vous l'aurez compris, les procédures de voyage, c'est pas juste un jeu ennuyeux pour vous ralentir. C'est le jeu qui ancre vos personnages dans un monde qu'ils peuvent parcourir librement et vivre les aventures qu'ils veulent, eux. C'est une simulation qui présente le coût à payer d'aller dans des endroits hostiles avec sa troupe, de village en donjon. Et en vérité, c'est là que tout se rejoint, parce que quand on arrive au donjon, la simulation ne s'arrête pas pour autant. On passe sur une autre procédure, la procédure d'exploration de donjon que j'ai expliquée dans cette vidéo. Là aussi, c'est la structure du jeu qui va faire tout le drama, pas seulement vos idées de mise en scène. On se retrouve là-bas.